Olivia Fortin, Bonjour Jean-François Hérault. bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes candidat du Printemps marseillais dans le secteur des 6 et 8e arrondissements. Vous vous occupez en particulier de la campagne sur les sujets économiques du Printemps marseillais. Vous êtes chef d'entreprise vous-même, donc on est heureux de vous recevoir pour évoquer ces sujets. Première question, peut-être, si vous êtes élu dimanche soir, quelle serait votre première mesure en matière économique à la ville de Marseille? Une des grandes priorités que nous portons au printemps marseillais concerne l'école. Nous nous sommes tous réunis autour du combat contre le BPP. Pour le rappeler à tous les auditeurs et à toutes les auditrices, la mairie précédente, la mandature précédente, voulait porter le projet d'établir un partenariat public-privé à 1 milliard d'euros pour restaurer ou reconstruire certaines écoles marseillaises. Et l'ensemble des acteurs politiques et citoyens que nous sommes, nous étions rejoints autour de ce combat. Pourquoi? Pas parce que nous sommes contre la rénovation des écoles, mais parce que nous pensons que la commande publique doit être un levier d'un espèce de New Deal, et notamment à l'occasion de cette crise, pour permettre à nos TPE et à nos PME locales de travailler. Donc la première mesure que nous prendrons directement élus est d'investir 1 milliard d'euros d'argent public pour aller reconstruire, rebâtir nos écoles en allotissant les commandes publiques, c'est-à-dire en préparant des lots auxquels nos TPE et nos PME locales pourraient investir. En fait, on considère qu'on n'a pas besoin d'avoir systématiquement recours à des grandes entreprises pour pouvoir travailler sur le territoire. Il faut bien sûr le faire quand c'est nécessaire. On n'est pas en train de construire une centrale nucléaire, on est en train d'avoir besoin de plomberie, d'électricité, de construire des préaux. Et pour ça, nos TPE et nos PME locales sont complètement qualifiées. Donc la première mesure, 1 milliard d'euros, commande publique, TPE, PME locales pour nos écoles. Alors, merci de cette révélation. Sur le financement, du coup, parce que vous évoquez un montant, comment vous financez ce milliard d'euros? La mandature précédente prévoyait d'aller emprunter auprès d'un grand major du bâtiment cette somme, avoir un emprunt direct auprès de la Banque centrale européenne, par exemple, c'est faire 300 millions d'euros d'économies et donc pouvoir construire ou rénover plus d'écoles. Donc l'idée est d'aller travailler avec des acteurs qui sont capables d'aider la ville de Marseille en empruntant de l'argent, tout simplement, mais à des conditions clairement négociées, ce que n'a pas fait la mandature précédente. On voit bien dans le rapport de la Chambre régionale des comptes que notre ville est extrêmement endettée, mais dans des conditions très difficiles. Nous sommes titulaires d'emprunts toxiques aujourd'hui, avec des taux d'intérêt parfois complètement scandaleux. Il s'agit pour nous d'aller négocier la dette à la meilleure condition pour pouvoir investir sur notre territoire pour chacun de nos enfants. Et sans augmentation d'impôts? C'est un engagement du printemps marseillais, bien sûr. En fait, je pourrais décrire la ville de Marseille comme par exemple un Français qui pourrait être titulaire du RSA mais qui n'y a pas recours. En fait, aujourd'hui, l'État, l'Europe tient à la disposition de collectivités comme Marseille des fonds importants. On peut citer par exemple les 60 millions d'euros que le ministère de la Transition écologique a mis à la disposition des collectivités pour pérenniser les pistes cyclables. Donc ça, ce sont des sommes qui sont à la disposition du préfet. On a vu à Marseille notamment qu'on a installé des pistes cyclables qu'on a aussitôt enlevées. 60 millions d'euros sont disponibles pour au contraire les pérenniser. Et évidemment, combien de dossiers a déposé la métropole pour faire appel à ces fonds? Zéro. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller chercher l'aide d'acteurs comme l'État et l'Europe qui doivent pouvoir aider la ville et qui doivent pouvoir aider la métropole. Alors, vous évoquez un peu l'attractivité du coup de la métropole. On sait que ce territoire a du retard en termes d'emploi. On parle de 50 000 emplois de retard par rapport à une métropole comme Lyon. Ouais. Comment vous allez inverser la tendance? Comment vous allez attirer ces 50 000 emplois qui, grosso modo, qui nous font rêver et qui pourraient projeter cette ville vers un rang de capitale européenne dont tout le monde rêve aujourd'hui? Effectivement, ce qui est frappant, c'est le grand décalage entre les atouts et les compétences de notre territoire et son attractivité. On est la métropole la moins attractive d'Europe, c'est une étude ACE qui le montre récemment. Pourquoi? Parce qu'on est une métropole inégalitaire. Aujourd'hui, à l'échelle de la métropole, on a 300 000 personnes qui vivent dans des quartiers prioritaires, on a 200 000 personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté, et donc nous ne sommes absolument pas dans les conditions qui pourraient permettre un développement de notre territoire.
Du coup, nous, aujourd'hui, par rapport à ça, nous avons 3 grands axes de travail. Je pourrais résumer notre programme ainsi. Nous considérons d'abord, en premier lieu, que la première responsabilité d'une collectivité territoriale est de créer les conditions d'un développement et d'une attractivité. Comment imaginer être attractif si notre produit n'est pas bon? Aujourd'hui, nous souffrons d'un déficit de transport à l'échelle de notre métropole qui est vraiment pénalisant. Comment imaginer aller travailler chez ST Electronics à Rousset, par exemple, où il y a 2700 emplois quand on habite dans un quartier sud de Marseille? En transport en commun, c'est tout simplement impossible. L'enjeu de la mobilité sur le territoire est absolument primordial. Et donc, la première responsabilité de notre mandature, celle que nous devons endosser, c'est de rehausser le niveau de service public pour permettre un développement de notre territoire. Il n'y a pas seulement le sujet de la mobilité, il y a aussi le sujet du logement, il y a le sujet des crèches et des écoles, le sujet de la sécurité, le sujet des espaces verts. Nous devons avoir la capacité non seulement à faire venir des gens, mais surtout aussi à ne pas faire partir nos talents. Une étude de la Fondation Jean Jaurès montre que 67% de nos jeunes veulent quitter Marseille d'ici 5 à 10 ans parce qu'ils n'espèrent pas trouver un emploi ici. C'est dramatique. On a des compétences et on a des talents. Moi qui suis chef d'entreprise, une des raisons de mon engagement en politique, c'est justement le fait que je ne supporte plus d'aller travailler ailleurs qu'à Marseille. J'ai des compétences, mon entreprise en a, mais nous sommes obligés d'aller travailler sur des marchés qui nous sont ouverts, soit ailleurs en France, soit même à l'étranger. Et de nombreuses entreprises sont dans ce cas-là. Je peux citer par exemple les entreprises des énergies renouvelables qui, faute de volonté politique, n'ont pas la capacité à travailler sur le territoire. Donc la première grande dimension de notre programme, je pourrais la résumer en disant créer les conditions d'une attractivité par le biais d'un service public adapté aux besoins de notre territoire. Le deuxième point dont je voudrais vous parler, c'est la capacité d'impulser. En fait, le pouvoir politique a la responsabilité d'impulser sur le territoire. Je vous parlais d'un premier levier qui est celui de la commande publique qui doit servir les entreprises locales, qui doit être à leur destination prioritairement. Nous portons également deux volontés, celle de mettre en place un fonds métropolitain d'innovation qui permettrait, avec un financement à la fois public et à la fois privé, de mettre en avant les formidables compétences que nous avons sur le territoire, notamment. Il existe déjà, je crois. Hein, c'est ça. Il a existé, il a permis le développement d'une entreprise comme Traxens, qui est un des fleurons locaux. Mais ce fonds doit être absolument redynamisé, reprendre toute sa place, avec à la fois des financements publics et aussi des financements privés. J'en parlais à quelques chefs d'entreprise et je leur parlais de ce fonds qu'on estime à 20 millions. Et ils m'ont dit, nous, on va t'aider et ensemble, on va aller chercher non pas 20 millions, mais 1 milliard. C'est dire à quel point il y a sur le territoire des énergies, à quel point il y a des compétences et des gens qui ont envie de participer à ce développement. Mais la condition pour ça, c'est que le politique impulse cette volonté et qu'il puisse mettre ses projets sur les rails. Le troisième exemple, dans le domaine de l'impulsion politique, je pourrais citer le souhait de relocaliser certaines industries et des projets agricoles, ce qui est aujourd'hui particulièrement important, notamment à l'aune de la crise qu'on vient de traverser. Ensuite, dans le troisième point, celui de faciliter le développement économique du territoire, on note qu'à Marseille et dans sa métropole, nous allons avoir des besoins, ou nous pouvons mettre en valeur des besoins dans le domaine du digital, dans le domaine du maritime, dans le domaine, par exemple, de la rénovation thermique. Et nous avons aujourd'hui besoin de mettre en cohérence les filières, depuis l'apprentissage jusqu'au métier. La collectivité a la responsabilité de faire de la prospective, de savoir dans quelle direction vont les ambitions de son territoire, dans quelles ambitions elle porte, et donc de mettre en cohérence les filières de formation. On a été très déçus de voir l'abandon par la région du projet de l'Université des métiers qui était prévu à Marseille. L'État a pourtant 20 millions d'euros qui sont disponibles aujourd'hui pour permettre la mise en place de ce centre de formation, et c'est aujourd'hui nécessaire. Moi, dans mon parcours de chef d'entreprise spécialisé en événementiel, je me suis chargé de l'organisation d'un formidable projet qui s'appelle l'usine extraordinaire. Ça a été pour moi l'occasion de rencontrer beaucoup de chefs d'entreprise et j'ai pu apprendre à cette occasion que notre métropole manquait de 12 000 personnes pour venir travailler dans l'industrie. C'est pourtant un sujet crucial et nous manquons d'emplois, donc il est aujourd'hui nécessaire de remettre en cohérence ces filières de formation vers les emplois dont nous avons besoin.
Dans le domaine de la facilitation, toujours, il y a un sujet de pouvoir permettre dans notre métropole l'installation de centres de décision. Oui, Nous avons énormément de TPE, de PME sur notre territoire. Nous avons parfois des centres délocalisés, mais très peu de centres de décision. Et ça nous paraît aujourd'hui important d'avoir un dynamisme économique porté par des centres de décision qui pourraient s'implanter sur le territoire. Et enfin, il y a une aide qui est apportée aux entrepreneurs. On parle souvent des problématiques d'accès au foncier pour les entreprises. Je reviens à l'exemple des entreprises qui sont dans le domaine des énergies renouvelables. On a des acteurs de pointe ici qui ne développent absolument, enfin, qui n'arrivent pas à développer de projets ici. Je peux vous citer par exemple un exemple extraordinaire, celui tout à coup d'un jour où la métropole réussit à faire travailler ensemble 30 personnes, certains qui travaillent pour le service des déchets, ceux qui travaillent pour le service de production d'énergie, ceux qui travaillent pour le service des marchés. Ils nomment une personne qui est l'interface avec les entreprises et ensemble ils lancent un appel à projet qui permet aux industriels d'avoir un accès facilité à de l'installation de panneaux photovoltaïques sur leur toit. Cette histoire, elle se passe dans la vallée de la Chimie, à Lyon. oui. Et pendant ce temps-là, dans notre métropole, on a 2 personnes du service des déchets qui montent un appel à projet, sur de la mise en place de panneaux photovoltaïques sur des sites d'enfouissement de déchets. Évidemment, comme personne d'autre n'est concerté, ce projet tombe à l'eau et ne se réalise pas. Donc, on a besoin d'avoir une volonté forte de porter des projets avec une administration compétente qui facilitera la vie des entreprises et notamment dans le contexte de crise économique, beaucoup de préoccupations. Et enfin, pour finir, nous avons un développement économique formidable à Marseille. Nous avons 10 000 créations d'entreprises par an. Maintenant, la question, c'est comment fait-on pour aider les entrepreneurs à devenir des employeurs? Nous manquons de 60 000 emplois privés. Il faut que nos entrepreneurs puissent devenir des employeurs. Et pour ça, nous devons aider chacune de ces entreprises avec les moyens qui sont les nôtres. Voilà, en grosso modo, les grandes dimensions que je voulais vous porter à votre connaissance. Créer les conditions, faciliter et impulser. Merci pour ce programme. Un mot sur la crise qu'on vient de vivre. Est-ce qu'elle a influencé vos propositions? Est-ce que vous en tirez des leçons par rapport donc à cette crise sanitaire du Covid, le confinement? Est-ce qu'il y a eu des évolutions dans vos propositions? Alors, on avait déjà un programme qui était extrêmement axé sur les services publics, services publics qui ont pris tout à coup toutes leurs dimensions à l'aune de cette crise. Notre programme sur les services publics, c'est quelque chose qui reste cohérent. En revanche, ce que ça nous incite à porter comme volonté, c'est celle de vouloir relocaliser. Relocaliser quoi? Relocaliser de l'industrie et de l'agriculture. En fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette crise? On a découvert qu'on était dépendant de la façon dont on avait eu de délocaliser nos sites de production vers la Chine notamment. Et nous avons du coup été bloqués, nous avons dû confiner le pays. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas de masques et de gel. C'est quand même idiot. Nous avons des entreprises de parfumerie qui, elles, se sont mises en route sur le territoire pour produire ce fameux gel hydroalcoolique. Nous avons la capacité industrielle et agricole sur le territoire. Et cette crise met en lumière le besoin de rapprocher ces entreprises et ces productions agricoles des gens qui les utilisent, c'est-à-dire raccourcir les circuits. Donc ça, c'est effectivement une dimension que nous allons souhaiter appuyer en permettant la relocalisation de nombreux services. Dernière question, peut-être, vous évoquiez la feuille de route sur la nécessité de communiquer auprès des investisseurs. Quelles sont les garanties que vous proposez justement à ces entrepreneurs pour qu'ils aient une visibilité, une lisibilité de votre feuille de route et qu'ils sachent où ils investissent et sur quoi ils investissent? Quels sont les leviers? Quel est le principe de gouvernance que vous proposez pour garantir à ces chefs d'entreprise une sorte de visibilité à moyen long terme pour qu'ils sachent où ils vont? Effectivement, on est dans une métropole aujourd'hui et dans une ville qui navigue à vue et qui n'a pas de vision globale ni dans son développement d'urbanisme, ni dans ses grands enjeux. On a vu qu'on axait notre développement économique sur le tourisme pendant de nombreuses années et on a vu à quel point ce choix était fragile, et notamment pendant cette crise sanitaire. Donc effectivement, une visibilité est à donner sur les grands axes de développement afin que les entrepreneurs puissent se savoir accompagnés
sur la durée dans un plan cohérent. Mais ce dont vous parlez, ça fait appel aussi à un besoin de transparence énorme. Ce qui est évident, c'est à quel point aujourd'hui nos institutions fonctionnent de manière opaque. Je vais vous donner un exemple qui est assez frappant. Chaque année, les collectivités doivent émettre un bilan de l'année passée. Et celui de la ville de Marseille fait chaque année une vingtaine de pages, quand celui de la ville de Paris, par exemple, en fait 300. C'est très important, cette dimension de rendre compte. C'est très important d'être dans une démarche de pédagogie vis-à-vis non seulement de l'ensemble des citoyens, des habitants et des habitantes de la ville, et aussi de leurs acteurs, que ce soit ceux du domaine associatif ou du domaine entrepreneurial. Et donc, toute la transparence doit être apportée, non seulement sur les grandes décisions du conseil municipal, qui doivent être présentées en amont, expliquées, et aussi sur le bilan qui doit être tiré des actions municipales qui auront eu cours pendant l'année. La transparence, c'est vraiment un sujet fort que nous partons au niveau du printemps marseillais, que ce soit sur l'éclaircissement des conditions d'attribution des places en crèche ou des logements sociaux, jusqu'à effectivement le fait de pouvoir non seulement expliquer, mais aussi rendre compte de l'action de l'administration. Un dernier mot sur la métropole. On sait que les compétences économiques sont plutôt côté métropolitain, voire régional. Donc, comment vous voyez cette harmonisation, cette relation avec la métropole? Quelle est votre vision de cette autorité métropolitaine? Effectivement, la métropole dispose de beaucoup de leviers dans les domaines qui nous préoccupent, et notamment ceux des services publics dont je vous parlais, qui sont absolument fondamentaux. Ce qu'a la ville de Marseille pour elle, c'est la force du symbole politique. La prochaine maire de Marseille aura avec elle la force du symbole politique pour aller travailler avec les différents partenaires, que ce soit la métropole, le département, la région, l'État et l'Europe, partenaires avec lesquels il faudra être capable de renouer une certaine confiance qui n'existe pas aujourd'hui, afin de pouvoir développer ensemble des projets cohérents, modernes, qui répondent donc aux attentes de ces institutions, et pour pouvoir du coup construire cet avenir désirable tous ensemble. Moi, je suis très étonnée des projets qu'on est capable de mal ficeler et de proposer. On est encore aujourd'hui à Marseille sur la volonté de continuer le boulevard urbain sud. C'est un projet qui date des années 30 et on est toujours sur cette volonté-là. Comment aller chercher des moyens, comment travailler avec les autres quand on est enferré dans des idées aussi obsolètes que possible. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est bien sûr de pouvoir aller travailler avec la métropole et les autres institutions. On constate que malheureusement, aujourd'hui, même si jamais l'ensemble de ces collectivités territoriales locales sont de la même couleur politique, elles n'arrivent pas à travailler ensemble. On a vu récemment le manque de signature de plans entre la région et la métropole, et puis la signature surprise d'un plan entre la région et la ville, alors que ça n'a pas lieu d'exister, un plan de 40 millions que les gens qui suivaient le dossier ont découvert dans la presse. Donc une capacité à travailler ensemble doit être trouvée. Nous espérons que le soir du 28 juin, les équilibres politiques métropolitains nous permettront de travailler tous ensemble à un projet métropolitain avec l'ensemble des forces du territoire. Et voilà, tout ça dans l'idée d'avoir toujours l'intérêt général au cœur. Il est temps que Marseille ne soit plus seulement gouvernée par quelques intérêts particuliers, mais que les projets d'intérêt généraux soient ceux qui guident le territoire. Merci beaucoup, Olivia Fortin. Je crois qu'on a terminé. Merci Jean-François. Merci pour votre disponibilité et puis à très bientôt, on espère. Bon courage pour la fin de cette campagne. À dimanche soir. À dimanche soir, au revoir.